Ce programme vous est proposé en partenariat avec l'ambassade des États-Unis. Les grands débats. Radio de la paix. Bonjour à tous, merci de suivre les programmes de Radio de la Paix. Vous êtes à l'émission de débat dénommée Démocratie en progrès. Le thème de nos échanges aujourd'hui est rôle et leadership des femmes, agents de sécurité dans la lutte contre la violence basée sur le genre. Pour développer ce thème, nous recevons Madame Sephora Kodjo, présidente de la fondation CEFIS. Ensuite, nous recevons également la capitaine Pidi Hortense de la police nationale, coordinatrice genre police nationale. Modérateur de ces échanges, Ben Diakité, et à la technique, nous avons Antoine Kouassi. Radio de la paix. Mesdames, la Côte d'Ivoire a célébré le 8 mars dernier la Journée internationale de la femme, dans un moment où le monde continue à affronter la pandémie de la Covid-19 et où les femmes doivent subir leur impact considérable. De l'enfoncement dans la pauvreté et à la perte d'un emploi, à mesure que décroît le niveau des activités du secteur informel jusqu'à la poussée alarmante de la violence basée sur le genre et du fardeau du travail domestique non rémunéré, les femmes sont face à beaucoup de défis. Mesdames, que vous inspire cette commémoration de la journée des droits de la femme? Je vais commencer par vous, mon capitaine Pidi Hortense de la police nationale. Vous êtes la coordinatrice genre de la police nationale. Qu'est-ce qui vous inspire la célébration donc, de la journée du 8 mars pour vous? Je vous remercie de m'avoir donné la parole. Et avant tout propos, je voudrais dire merci à Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et à Monsieur le directeur général de la police nationale, ainsi qu'à la fondation CEFIS et l'ambassade des États-Unis et le PNUD ainsi que nos autres partenaires qui n'ont ménagé aucun effort pour que aujourd'hui nous soyons là pour répondre à vos questions. Et merci aussi à la Radio de la Paix. Cette journée commémorative de la femme est d'une importance capitale pour nous parce qu'en cette période de pandémie, il est bon de savoir que toujours est-il que la femme, le droit de la femme est reconnu au niveau international. Et la célébrer, ça apporte plus. Ça donne un engouement à la femme de mieux travailler, de la galvaniser dans tout ce qu'elle mène comme activité. Je vous remercie. Sephora Kodjo, oui. Vous êtes présidente de l'ONG CEFIS. Et cette journée du 8 mars, pour vous, en tant qu'actrice de la société civile, qu'est-ce qu'elle représente et comment devons-nous l'interpréter? Merci à tous. Je pense que le capitaine Pidi a déjà observé le protocole, donc je vais aller directement sur le sujet. Vous savez, c'est une journée de commémoration avant tout. C'est l'occasion pour nous de revisiter donc, les efforts qui ont été faits pour faire avancer l'agenda féminin, donc les conditions liées aux femmes, donc à leur participation, à leur autonomisation, au respect de leurs droits, et aussi de regarder qu'est-ce qu'il nous reste à faire. C'est aussi l'occasion de réfléchir et de se dire où est-ce qu'on est en train d'aller, qu'est-ce qu'on souhaiterait atteindre encore comme objectif, qu'est-ce qu'on avait mis dans l'agenda qui jusqu'à aujourd'hui perdure, n'est pas encore sur la liste des cases cochées en termes de réalisation. Et les objectifs sont grands, mais sont très justes et nobles et équitables. C'est une volonté en tout cas des femmes d'atteindre ces objectifs-là. Donc à l'occasion de la Journée internationale de la femme, on prend l'occasion d'apprécier ce qui a déjà été fait. Je crois qu'il y a eu beaucoup de débats justement autour de cela. Est-ce qu'il fallait fêter? Est-ce qu'il fallait se réjouir? À mon sens, il faut quand même reconnaître. Il faut apprécier les efforts qui ont été faits et se projeter dans l'avenir en se disant quels sont les moyens qu'on se donne pour aller encore plus loin. Alors, nos échanges, je le rappelle, tournent autour du thème « Rôle et leadership des femmes, agents de sécurité dans la lutte contre la violence basée sur le genre ». D'abord, je vais vous demander à vous, mesdames, de m'expliquer ce qu'on entend par leadership des femmes et violence basée sur le genre. D'abord, leadership des femmes. Capitaine Pidi Hortense, qu'est-ce qu'on entend par leadership des femmes? Merci beaucoup. Le leadership, c'est un processus d'influence qui consiste à travailler en collaboration avec des gens pour atteindre les objectifs et ceux de leur organisation. On pourrait dire aussi c'est la capacité à influencer, à motiver et à impliquer les acteurs à bâtir une organisation performante. De cela, on peut citer aussi les capacités d'un leader.
Nous avons la vision, la stratégie, la communication, l'éthique, la persuasion et la confiance. Je vous remercie. Alors, sur ces définitions et ces critères définis par mon capitaine Pidi Hortense sur la qualité du leader et ce que c'est que le leader, est-ce que, Madame Sephora Kodjo, vous avez des éléments à ajouter à ce qu'elle a dit sur ce que c'est que le leadership féminin? Oui, ça fait environ 10 ans que nous l'enseignons. Nous travaillons sur les questions de leadership. Au début, c'était une nouvelle thématique. Les gens se disaient, mais leadership féminin, est-ce qu'il y a un leadership masculin? Est-ce que ça voudrait dire que les femmes deviendront plus fortes que les hommes? Donc, il y avait beaucoup de polémiques à l'époque. Je pense que de plus en plus, les gens comprennent que c'est une démarche qui permet d'abord à la femme de réaliser son potentiel. Je crois que le leadership est d'abord un état d'esprit. C'est la façon dont nous nous percevons en tant qu'être humain et aussi nous percevons notre rôle dans notre communauté, ce que nous devons apporter. Et c'est ce que nous enseignons aux femmes. La confiance en elles-mêmes, la conscience d'elles-mêmes, de leur capacité, l'assurance de ce qu'elles sont et de ce qu'elles peuvent aussi apporter dans leur communauté. Le capitaine Pidi l'a dit, au-delà de tout, le leadership, c'est pouvoir fédérer des gens, c'est pouvoir influencer des gens pour atteindre un but commun. J'irai encore plus loin, c'est vraiment la façon dont nous nous percevons en tant qu'être humain et nous voyons aussi notre rôle dans notre communauté. Donc, quand nous parlons de leadership féminin, nous sommes en train d'inviter les femmes à s'accepter d'abord dans leur rôle d'agent de développement pour leur communauté, mais aussi de se dire qu'elles ne sont pas en reste sur le développement de leur communauté. Elles ne doivent pas justement se voir toujours dans la peau de la victime ou de la personne marginalisée, etc. À l'intérieur de nous, on a un leadership qui peut nous aider à changer les choses positivement, mais aussi à réaliser que nous faisons partie d'une communauté qui est en mouvement et nous avons un rôle à jouer. Alors, est-ce que cette notion de leadership féminin naît du fait que on a constaté qu'il y a une insuffisance en termes d'implication de la femme dans les prises de décision ou dans la société? Est-ce que ça part d'un déficit? L'idée, c'est qu'il y a un déficit à combler. Sinon, on aurait pu parler tout à fait de leadership sans forcément dire féminin ou masculin. Je pense que le ajouter féminin sur leadership, ça fait gros, ça fait fort et on se dit, mais pourquoi forcément mettre le féminin? Mais c'est vraiment pour interpeller les femmes, pour vous leur dire, on dit leadership, mais on parle de vous. C'est de vous dont on parle. C'est pour ça qu'on met le féminin derrière leadership. Pour vous dire, on est en train de vous parler, de vous dire qu'il s'agit de vous. Et effectivement, il y a un grand gap en matière d'éducation, en matière de participation entre les hommes et les femmes, surtout dans nos communautés africaines. Et donc, les questions de leadership aujourd'hui dans notre communauté sont de plus en plus prioritaires parce que nous parlons sur un plan même international d'équité, d'égalité, de justice, de bonne gouvernance et on réalise que tous les indicateurs de développement, il faudrait que les femmes aussi soient actives là-dedans. Et pour qu'on y arrive, il faudrait plus de justice, de parité, d'égalité et de leadership féminin, bien sûr. Alors, on va parler du second terme de notre débat, c'est la violence basée sur le genre. Mon capitaine, qu'est-ce qu'on doit entendre par violence basée sur le genre? C'est quoi cette notion de violence basée sur le genre? Je vais avant tout propos parler du genre d'abord. Il faut reconnaître que le genre découle des droits de l'homme et que avant de développer la violence basée sur le genre, il faut savoir ce que c'est le genre. Nous pourrions dire que le genre, c'est un ensemble de rôles fixés par la société et culturellement variables que les hommes et les femmes jouent dans leur vie quotidienne. C'est aussi la promotion de l'égalité de chances, d'opportunités et d'équité entre les hommes et les femmes dans une société donnée. C'est aussi la politique d'intégration des femmes dans la société, dans tous les secteurs socio-économiques et politiques. Et la politique genre prend en compte la stratégie de lutte contre les violences basées sur le genre. Et nous allons venir à la définition de la violence basée sur le genre. Cela désigne tout acte nuisible, préjudiciable, perpétré sur un être humain qui lui cause des dommages basés sur les relations socio-culturelles et qui pourraient lui causer des dommages psychologiques, émotionnels et économiques. En cela, nous identifions 6 types d'infractions liées aux violences basées sur le genre. Nous avons le viol, l'agression sexuelle, l'agression physique, le mariage forcé, le déni de ressources et nous avons la violence psychologique et émotionnelle.
Merci beaucoup. Sephora, sur la même préoccupation, sur ces définitions qui nous ont été si bien données par la capitaine Kidi Hortense, sur d'abord la notion de genre et puis après les violences donc liées à cette notion de genre. La notion de genre, c'est une notion qu'on peut comprendre comme homme et femme, ou bien parce que c'est pas trop clair dans l'esprit des gens. Oui. Parce qu'on voit les deux sexes cheminer côte à côte. Oui. C'est quoi réellement? Alors, comment on peut je appréhender pense facilement? vraiment, le capitaine Pidi l'a dit dans des mots très techniques. Elle a vraiment tout dit. Ce que je voudrais ajouter, vous savez, le genre, c'est une norme sociale. C'est une construction de la société avant tout, de dire qui est homme, qui est femme. Je voudrais peut-être pas pousser ce débat, mais j'aimerais dire que quand on parle de genre, on parle pas que de la femme. Le genre, c'est l'homme et la femme. Mais au-delà, on rapproche aussi les minorités du genre. Et quand on parle des minorités, parfois on parle des handicapés. Donc quand on dit les violences basées sur le genre, parfois il y a aussi les minorités qui rentrent dedans, les handicapés, les albinos, etc. On parle aussi des LGBT, donc toute cette communauté qui peut aussi fait partie des minorités, être rejetée dans la communauté et être victime de violences. Et quand on parle de VBG, donc de violences basées sur le genre, c'est tout cet ensemble de minorités qu'on va regarder. Mais il y a aussi des hommes qui sont victimes de violences. Il y a aussi des hommes qui sont victimes de violences. C'est de la violence basée sur le genre. Voilà. Donc le genre, il comprend l'homme, la femme et toute forme de minorité. Mais aujourd'hui, ce qui est de plus en plus observé, c'est que, comme elle le citait, il y a plusieurs types de violences. Et dans ces violences, les plus hauts indicateurs sont afférents aux femmes. C'est-à-dire que quand vous allez regarder sur le déni de ressources, qui est, par exemple, l'opportunité d'avoir accès à l'éducation, quelles sont les plus grandes victimes? Ce sont les petites filles. Quand vous allez regarder sur le viol, quelles sont les plus grandes victimes? Ce sont les femmes. Donc, au fur et à mesure, les violences domestiques. Au fur et à mesure, quand on regarde toutes les femmes de VBG, les plus grandes victimes sont les femmes et les enfants. Donc, par abus, donc quand on en parle, on se réfère tout de suite peut-être à la femme et à l'enfant, mais les violences basées sur le genre, aujourd'hui, comprennent l'ensemble de la société, oui. Alors, mon capitaine Pidi Hortense, vous êtes agent de sécurité, pour résumer votre fonction. Très souvent, dans le cadre de vos missions, quels sont les problèmes en termes de violence basées sur le genre que vous rencontrez dans vos missions? Qui vient vers vous, avec quel problème, et puis quelles solutions vous proposez concrètement? Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous pouvons parler de l'appropriation de la lutte contre les violences basées sur le genre par la police, hormis ses missions régaliennes qui sont de protéger les personnes et leurs biens. Et donc, nous pourrons dire que dans l'exercice de notre fonction, nous rencontrons tous les types d'infractions VBG. Le pourcentage, si on pourrait dire, je ne me prononce pas sur un pourcentage, mais le grand nombre des infractions, c'est les agressions physiques, c'est-à-dire les violences physiques et aussi beaucoup de viols commis sur les mineurs. Et donc, mais la plupart des infractions sont traitées par la police nationale. Alors, comment vous traitez ça? Comment ça se présente concrètement? Et donc, nous voudrons dire qu'aujourd'hui, avec l'appui du PNUD, l'Union européenne et l'ES-ONUCI ainsi que l'ambassade des États-Unis, des bureaux gens sont construits dans certains commissariats et un réservé à la police nationale et leurs familles à l'école de police. Je voudrais dire que ces questions après la crise post-électorale ont été prises en compte. Des formations ont été faites à l'endroit des policiers comme formateurs des formateurs en VBG. Et c'est là que je me suis approprié les questions. Débutant tout seul au commissariat de 17e, j'ai été regagné ensuite en 2014 par le lieutenant à la retraite Konaou Elisabeth. Nous étions toutes deux en 2014 lorsque nous avons commencé dans un petit local à prendre en compte ces affaires-là. Nous avons même fait des interpellations avec l'ES-ONUCI. Et vu le travail abattu, nous menons des actions de sensibilisation, de prévention qui consistent à sensibiliser, former les gens, à partager nos expertises dans les écoles, dans les églises aussi, à militer dans les plateformes selon la localité. En son temps, c'est au 17e où nous avons milité dans la plateforme. Le 17e, c'est le commissariat du 17e arrondissement qui est situé à Yopougon, Niangon-Lokoa. Oui, Niangon-Lokoa qui est le lieu où tout est parti. C'est le commissariat de référence et nous voulons dire, nous sommes les instigateurs de la création des bureaux gens en Côte d'Ivoire. Alors, quand ces personnes viennent chez vous au commissariat, vous dites j'ai été victime de telle violence,
Comment vous travaillez? Vous faites quoi? Vous faites asseoir la personne, vous amenez la personne à l'hôpital, je donne des pistes, je ne sais pas, ou bien vous retournez dans sa propre famille, ou bien vous vous enfermez avec la personne dans un lieu retiré. Comment vous vous prenez et qu'est-ce que vous faites? Expliquez-nous. Quand nous recevons une personne survivante de VBG, d'abord la personne est reçue au poste de police dans le respect des principes directeurs, la confidentialité, ainsi de suite, plusieurs types, et dans le respect de la charte de la police nationale qui dit de recevoir les personnes en extrême détresse en urgence. Donc, la personne est reçue dans le respect de ses droits. Elle est conduite soit dans un bureau d'accueil genre, à des endroits où il n'y a pas de bureau d'accueil genre, c'est à l'officier de permanence qui reçoit seule cette personne survivante dans le respect de la confidentialité. Et après l'accueil, je prends l'exemple du 17e qui a un bâtiment construit, un bureau genre dédié à la question. Lorsqu'elle vient au poste de police et qu'il s'agit d'une affaire de violence basée sur le genre, nos collaborateurs au poste qui sont formés sur ces questions et le chef de service particulièrement, automatiquement ces personnes sont conduites dans le bureau d'accueil genre. Et là-bas, il y a un registre spécial pour faire l'enregistrement des plaintes liées aux violences basées sur le genre. Ça veut dire que vous arrivez, vous entrez à la salle d'attente, vous allez dans la salle d'accueil. Dans la salle d'accueil, vous avez le registre qui permet d'enregistrer et donner un numéro d'OP. Après l'enregistrement, il y a la salle d'écoute. Donc, c'est dans la salle d'écoute que l'écoute est faite, l'écoute active, qui permet d'exprimer les besoins de la personne survivante. C'est au cours de l'écoute qu'on peut déterminer où il faut référer la personne survivante. Sur les cas de viol, dans le respect des 72 heures, automatiquement cette personne survivante est référée à un médecin qui intervient dans la zone pour sa prise en charge. Et ensuite, lorsqu'elle est reçue, elle revient à nouveau au commissariat. C'est à partir de là que les investigations sont menées jusqu'à la conduite des présumés auteurs au parquet. Mais je précise que dans la prise en charge juridique, la priorité est mise sur l'état de santé de la personne survivante et l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc avant toute chose, nous travaillons en synergie dans la plateforme avec tous les acteurs. Lorsqu'il s'agit d'un enfant, soit c'est le centre social qui est avisé et ces enfants sont écoutés en présence d'un assistant social ou d'un psychologue ou d'un parent ou d'un tuteur légal. Donc, voici un peu ramassé comment nous menons les actions. Mais s'il s'agit des cas de déni de ressources, c'est référé automatiquement soit au centre social ou au tribunal, voire les juges de tutelle. Si c'est le cas de mariage, le juge matrimonial. Nous travaillons en synergie aussi avec les SPGS, c'est-à-dire que c'est le service de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse qui intervient dedans. Donc, voici un peu ramassé ce que nous faisons. Nous travaillons en synergie avec les ONG qui prennent en charge ces personnes survivantes. Quand il s'agit d'un bébé, nous travaillons via le centre social et la pomponnière pour conduire ces enfants. Mais tous ces actes sont menés sous la supervision, avec avis du monsieur le procureur et sous la supervision du commissaire chef de service. Alors, Sephora, vous êtes la présidente de l'ONG CEFIS. On a entendu la capitaine Kidi Hortense nous expliquer un peu le process quand des personnes victimes de VBG arrivent dans les commissariats. Mais on se rend compte, pourquoi est-ce que on va dire le gouvernement, les ONG, vous tous, vous avez milité pour la mise sur pied des bureaux de VBG dans les commissariats. Puisqu'on sait que là-bas, généralement, c'est pour instruire les affaires, pour que vous soyez jugé par un juge. Oui. Ouais. Mais pourquoi on dit qu'il faut mettre des bureaux soit dans les commissariats ou bien dans les brigades de gendarmerie des VBG? Vous savez, en avant-propos, j'aimerais vraiment saluer cette initiative du ministère et de la police nationale parce que, vous savez, les cas de VBG sont très délicats. Et il faudrait que les personnes qui reçoivent donc les survivants ou les victimes soient sensibilisées sur ces questions-là. Et donc la formation technique pour recevoir donc des victimes de toutes sortes d'infractions, etc., peut être un peu différente de l'accueil, la prise en charge, etc., et le suivi des victimes de VBG. C'est un peu ce qui donne sens à la création des bureaux gens, qui était une grande volonté de la société civile de retrouver en tout cas dans nos commissariats cette attention particulière parce que, vous savez, les personnes
personnes qui sont victimes viennent déjà avec un dommage psychologique. Il y a une démarche particulière pour les prendre en charge. Et il faudrait que la personne qui les reçoit soit instruite sur la méthode de prise en charge, la méthode d'accueil, etc. Le capitaine PDL est très sensible à ces questions-là. Mais du coup, ça prenait tout son sens. Il fallait avoir des bureaux genre pour mieux accueillir, pour mieux recevoir et mieux prendre en charge les victimes de VBG. Alors, sur la question de la formation des agents de sécurité, est-ce qu'ils sont toujours bien outillés à l'approche problématique de ce problème-là? Est-ce qu'ils savent comment adresser? Parce que dans les commissariats, on le sait tous, il y a plus d'hommes que de femmes. Et vous avez dit que selon les statistiques, les femmes sont plus touchées, sont des victimes les plus importantes, si on peut s'exprimer ainsi, de ces VBG-là. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un travail en amont à faire en termes de formation et de sensibilisation? Est-ce qu'ils sont préparés pour ça? Vous savez, que le capitaine serait mieux habilité à répondre à cette question sur la préparation en interne. Mais ce que je veux dire de façon générale, on a toujours besoin de formation. On a toujours besoin de renforcer nos capacités. Et les efforts du gouvernement sont nobles, mais ils ont aussi besoin des acteurs de la société civile, des experts pour les accompagner dans leur mission. Ce que nous faisons à travers un programme que nous avons initié en partenariat avec une fondation américaine qui s'appelle Osiwa. Donc la fondation CEFIS et Osiwa ont initié en Côte d'Ivoire justement un programme d'appui aux efforts du gouvernement et aux efforts des bureaux genre qui consistait à renforcer les capacités des agents de police, donc des points focaux de ces bureaux genre. Pourquoi aussi? Parce qu'il y a toujours de nouvelles formes de VBG avec les réseaux sociaux, etc. Il y a les formes de harcèlement. Il y a toujours le besoin de renforcer ces capacités. Et quand on a voulu accompagner les efforts de la police, on a été voir le capitaine Pidi. On lui a dit voilà ce qu'on souhaiterait faire, mais nous, avant toute chose, on souhaiterait aussi savoir quels sont vos besoins. Et donc, elle nous disait nous, on aimerait toujours avoir de la formation pour que nos agents soient les mieux outillés. Et donc, il y a parfois aussi des affectations. Donc, il faut que les nouvelles personnes qui sont en fonction puissent aussi renforcer leurs capacités. D'où notre collaboration avec la police nationale pour le renforcement des capacités des agents de la police. On travaille sur des questions de leadership parce que vous savez que parfois notre éducation, notre perception, nous-mêmes, notre conception de la vie peut nous donner des préjugés. Donc, on voit une fille arriver avec une petite robe, peut-être qu'elle est victime de viol et on se dit, mais tu l'as cherchée, tu l'as provoquée ou tu l'as méritée quelque part. Donc, est-ce que notre jugement ne va pas affecter l'instruction du dossier? Donc, voilà. Donc, ce sont ces notions de leadership qu'on a intégrées qui, parfois, ne sont pas enseignées dans les écoles communes. Et on voit que le leadership renforce plusieurs modules, plusieurs zones, champs d'action. On a travaillé sur le leadership. On a travaillé sur les questions de médiation. Comment gérer des conflits entre deux parties. Et puis, on a travaillé aussi sur l'outil, le VBG-YMS, qui est un outil de référentiel qui permet de collecter les cas de VBG au plan national et dire exactement quels sont les types de VBG, les cas de VBG. Vous savez, sans indicateurs, sans statistiques, sans données, on ne peut pas améliorer. Donc, on a travaillé avec la cellule genre de la police nationale pour renforcer aussi les capacités des agents de la police. Capitaine Kidi Hortense, tout à l'heure dans nos échanges, vous me disiez que très souvent, les différents types de violences basées sur le genre qu'on rencontre, vous avez parlé de viols de mineurs, vous avez parlé de violences physiques, également vous avez aussi souligné des violences faites aux hommes. Donc, on va prendre cas par cas. Les violences sur les mineurs, vous avez dit que c'est monté, c'est en recrudescence. Alors, est-ce que vous avez peut-être des pistes qui pourraient expliquer un peu cela, ce phénomène de violence, voilà. Pourquoi? Est-ce que vous avez essayé de comprendre pourquoi ça s'est fait et ça s'est fait dans quelle zone? Et très souvent, est-ce que c'est beaucoup plus dans le milieu urbain que dans le milieu rural? Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus, si vous avez peut-être quelques chiffres, si ça peut nous permettre d'avoir une idée plus ou moins mesurable de ce qui est fait sur le terrain? Je voudrais dire que les infractions VBG sont commises partout, que ce soit en zone rurale qu'en zone urbaine. Et que les infractions, nous collectons, nous les recordons pour faire un bilan annuel. Et dans ce type d'infractions, il y a des hommes qui subissent aussi des infractions. Je prends le cas de l'année dernière, par exemple. Sur 1500 et quelques infractions, il y a eu 800 hommes qui ont subi des violences. C'est-à-dire que tout âge confondu, adultes comme mineurs. Ça voudrait dire que les infractions, c'est dénoncé.
Parce que le travail que la police fait porte son fruit, de sorte que hommes et femmes viennent dénoncer. Est-ce que vous pouvez expliquer pour nos auditeurs c'est quel type de violence pour qu'ils perçoivent à peu près? D'accord. Des violences de qui sur les hommes? D'accord. Il y a des femmes qui commettent des violences physiques sur leurs hommes et la violence psychologique et émotionnelle. Je pourrais dire même souvent que les cas de violence conjugale peuvent être source des violences psychologiques que vivent les hommes, ce qui peut susciter en eux la violence physique. Quand nous faisons les écoutes actives, nous cherchons à déceler les causes. C'est comme si c'est des causes à effet. Souvent, ils emmagasinent et ils ne l'expriment pas ou bien ils ne les dénoncent pas, au point où à des moments, ils commettent des actes physiques. Mais également, les cas de violence vont beaucoup à l'endroit aussi des enfants. C'est-à-dire quand nous avons dans un milieu familial où les enfants sont témoins, ils sont victimes, ils deviennent auteurs. Nous avons déjà sensibilisé dans les églises sur le thème la violence conjugale, cause de la délinquance juvénile. Nous pourrons dire que c'est un pan de la délinquance juvénile, cause de la délinquance juvénile, parce que aujourd'hui aucun parent ne se sent concerné par l'avènement des enfants en conflit avec la loi. Mais si l'enfant vit dans un environnement où il n'y a que violence, ces enfants-là, ils se vengent. Et personne ne s'occupe de l'effet psychologique. Je pourrais dire que la violence psychologique même détruit l'être humain. On ne peut pas mesurer la portée de la destruction de l'être humain lorsqu'il y a une violence psychologique. Il y a des hommes ici qui sortent tôt de leur domicile, qui rentrent tard. Vous voyez que l'éducation de l'enfant, à cette période-là, l'enfant qui ne peut pas rencontrer son père en temps réel, le monsieur qui n'a pas la capacité, d'autres même s'adonnent à la drogue, à la boisson. Vous voyez, d'autres même se noient dans le travail. Mais en réalité, les violences psychologiques se résument aussi à l'ignorance de la personne ou à des injures. Et plusieurs sont détruits psychologiquement. Mais ces effets-là, comme nous ne pouvons pas les quantifier, nous supposons qu'il n'y a rien. Mais si aujourd'hui, quand on vous décrit une telle personne qui est violente, vous n'allez pas comprendre. Et aussi, celui qui subit la violence manifeste la violence. C'est-à-dire que ce qu'on a semé à cette personne, c'est ce qu'on va récolter. Si c'est dans un milieu familial où il n'y a que injure, il n'y a que la chicotte, je prends l'exemple de chaque fois de dire que un élève et l'enseignant, lorsque l'élève est mieux enseigné, il peut devenir ministre, il peut devenir président. C'est comme si dans notre milieu familial, nous utilisons la chicotte, les injures. Cet enfant, quand il est bien enseigné, il peut utiliser une arme blanche, il peut utiliser une arme, un pistolet. C'est-à-dire que ces enfants, dans leur milieu familial, lorsqu'ils sont détruits, ces enfants psychologiquement atteints cherchent à avoir la perfection paternelle et maternelle. C'est ce dont ils ont plus besoin. Souvent, nous pensons que c'est les objets. Mais ces enfants, quand ils sont détruits, quand ils vont à l'école, les enfants parlent de leurs parents. Donc, ils cherchent un réconfort ailleurs, vu que la maison devient un feu. Cet enfant qui sort de la cellule familiale va aller au contact d'un dealer qui va lui accorder l'affection paternelle et maternelle. Et toutefois que l'affection naît, il y a la confiance. Ce dealer peut utiliser cet enfant à lui donner la drogue, il peut l'utiliser à d'autres fins. Et donc vous voyez de la famille comment nous les parents nous détruisons nos propres enfants. Et une fois détruits, ces enfants viennent nous détruire parce que l'avènement des enfants en conflit avec la loi, aucun parent ne se sent responsable de ces situations. L'État prend des mesures, mais jusqu'à preuve de contraire, ce phénomène ne s'arrête pas. Donc, il est important d'attirer l'attention de tout le monde pour dire de réviser notre manière. Parce que nos cellules familiales sont des nids de fabricants de délinquants. Alors, sur la question des violences, du viol sur les mineurs, vous dites qu'on a constaté que depuis un moment, c'est un phénomène qui essaie de monter. Alors, comment on peut comprendre, comment vous qui êtes agent de sécurité, qui travaillez sur la question, comment vous pouvez expliquer cela? Est-ce que ça se traduit comment? Il y a plus de victimes? Et qui sont les auteurs de ces actes? Aujourd'hui, nous ne pouvons pas déterminer réellement la cause. Parce que si des adultes peuvent violer des bébés, on peut violer des enfants moins de 5 ans, je ne sais vraiment pas quelle est la cause réelle. Aujourd'hui, l'avènement des viols et sodomiser des enfants qui meurent de cela. Nous avons un cas d'Aloa, l'année 2019. L'enfant sodomisé, un enfant de 5 à 7 ans qui n'avait pas dénoncé, informé les parents si tôt, mais il en est mort. Et aujourd'hui, l'avènement de viols sur les enfants, vraiment, nous ne savons pas quelles sont les raisons réelles.
Parce que si un homme a tous ses sens, je ne vois pas la raison pour laquelle il faut aller violer un enfant moins de 5 ans. Parce que les cas de viol, il y a plus de 1 an, 4 mois, ainsi de suite. Ça peut être des attouchements, ça peut être un viol direct. Tout ce qu'on fait, ce sont des cas de viol. Et aujourd'hui, je n'arrive pas à exprimer réellement les personnes. Il y a les adultes, il y a des mineurs entre eux-mêmes qui commettent des cas de viol entre eux. Et il y a des hommes âgés. Je prends l'exemple en 2016, par exemple, quand j'ai fait une interpellation avec l'ES-ONUCI, un vieux de 75 ans qui a violé 8 fillettes. Et ça, c'est de 4 ans jusqu'à 14 ans. Il y a des cas de viol où, avec la familiarité d'un voisin, on l'a nommé tonton voisin, qui a violé 3 fillettes d'une de nos collègues policiers. Quand il y a la confiance, les gens supposent qu'il y a la confiance. Nous avons rencontré des cas de viol qui sont commis au sein d'une école. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que tous nos enfants sont en danger. De la cellule familiale, parce qu'il y a les cas d'inceste qui se commettent père et enfant, ou bien frère et sœur. Et sur le chemin de l'école, nous avons l'exemple d'une fillette de 7 ans venant de l'école entre midi et 2 qui a été violée et elle-même a été totalement déchirée à Bongouanou. Nous avons aussi des cas que nous rencontrons, 2 fillettes de 5 ans à 6 ans qui avaient été conduites dans la forêt de Banco en son temps et violées par un jeune homme qui logeait au domicile de ses parents. Cette interpellation, c'est la PJ et nous qui avons consolidé cela. Donc vraiment à tous les niveaux. Pour l'interpellation de 8 fillettes, là, il s'agit de 75 ans. Il y a 70 ans, il y a tout type d'âge. Aujourd'hui, nous ne savons même pas quelle est la motivation qui amène ces personnes-là à violer ces enfants. Et il y a des adultes, des vieilles de 50 ans qui sont violés. Donc vraiment, nous ne pouvons pas mesurer vraiment les causes de ces types de viols. Alors, Sephora Kodjo, je vais m'adresser à vous. Pourquoi de plus en plus dans notre société aujourd'hui, on assiste à une recrudescence de ces violences-là, de tout type, vous avez dit, des violences sur des personnes handicapées, également des violences sur mineurs. Pourquoi on a l'impression, c'est comme si on est résigné, on ne peut rien faire, et ça se fait partout, ça se pratique partout. Vous savez, j'aimerais même renchérir en disant qu'avec la crise justement sanitaire que nous vivons, donc de la COVID-19, les violences sont de plus en plus accentuées. Parce que justement, prenons le cas des violences domestiques. On a vu plusieurs cas passer même sur les réseaux sociaux pendant le début de la crise sanitaire, pendant la petite période de confinement, etc. Parce que les gens sont enfermés chez eux, donc la pression, le stress qui monte psychologiquement. Et puis, il faut savoir que parfois, il y a des foyers ou des couples. Monsieur et madame n'ont pas vraiment l'habitude d'être ensemble. Lui, il va au travail, elle part au travail, peut-être 2 humeurs qui se supportent que très peu. Et puis là, vous êtes obligés de cohabiter. Donc, le stress, la pression et surtout avec les restrictions économiques liées justement à la crise sanitaire, certains ont perdu leur emploi, d'autres ont perdu des opportunités d'affaires, etc. Donc, ils se retrouvent avec une pression économique qui est une pression psychologique pour eux-mêmes. Et si on ne s'entend pas à la maison, ça va très vite dans les mots et ça peut aller aussi dans des gestes violents. Donc, la crise sanitaire a fortement influencé cela. On a eu, par exemple, au cours de nos caravanes, puisque chaque année aussi, on parcourt un peu la Côte d'Ivoire à l'effet de former les filles sur les questions d'éducation et puis de les instruire sur leurs droits. On a rencontré un cas un peu vers juillet de l'année dernière à Mans, qui était enceinte. Une petite fille, elle n'est pas majeure et elle est enceinte. Et quand on lui a demandé, elle dit non, c'est un tonton des hauts et forêts là. Parce que, bon, elle est à la maison. Donc, le taux de grossesse en milieu scolaire depuis la crise sanitaire, puisqu'on travaille aussi avec le ministère de l'Éducation nationale, a flambé. Puisque les filles sont restées à la maison. Et donc, du coup, même les adolescentes, donc il n'y avait plus vraiment d'activité. Donc, elles ont commencé, voilà, l'oisiveté, vous savez, est mère de tous les vices. Donc, elles ont commencé à faire autre chose. Et certaines sont enceintes. Est-ce qu'elles vont sortir de l'école, etc. Vous voyez, il y a plusieurs causes qui peuvent engendrer cela. Et la crise sanitaire ne vient pas pour améliorer les choses. Et c'est pour ça qu'il faut être plus vigilant. Et c'est pour ça que les bureaux genre aussi sont de plus en plus prioritaires justement dans l'action de lutte contre les VBG. Il y a aussi les organisations de la société civile qui se sont vraiment mobilisées aussi pour dénoncer. Parce que la libération de la parole est aussi une des clés. Parce que moins on en parle, moins on dénonce. Si la parole est liée, dans nos communautés, quand les femmes sont violées, beaucoup ont honte d'en parler. Même s'il y a certains parents dont les enfants sont violés, ils ont honte d'en parler parce qu'ils n'ont pas envie d'être stigmatisés. Ils n'ont pas envie, voilà, c'est quelque chose qui peut être embarrassant, qui peut être humiliant. Mais tant qu'on va continuer à préserver, à cacher, donc les malfaiteurs vont profiter de cela aussi pour perpétrer leurs actions. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les gens voient tout. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs sortes de vices qui se sont créés.
il y a tout à l'heure, le capitaine Pidi le disait, tu peux pas vraiment expliquer la motivation des gens, mais tu constates que avec les réseaux sociaux, avec la crise, etc., il y a beaucoup de choses qui peuvent influencer l'état d'esprit des gens. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a la pornographie infantile qui est condamnée. Mais si les gens commencent à regarder ça, ils vont avoir envie de le faire. Vous voyez? Aussi, l'accès au digital, etc., il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses là-bas. Quand on parlait, Capitaine Pidi parlait des viols entre adolescents, c'est partout, etc. Les enfants, les jeunes, là, ils prennent ça où? Ils vont sur les réseaux sociaux, ils voient les gens faire ça, et puis après, eux aussi, ils veulent faire au quartier ou avec une fille de l'école qui n'est pas consentante, ça devient un viol. Donc, vous voyez, donc aussi, pour les enfants, je pense que l'accès même aux outils numériques devait être organisé, devrait être un peu surveillé, encadré aussi par les parents. Et puis, comme on disait tantôt, vous savez, on avait le phénomène papa-maman, les gens quand ils étaient plus jeunes, fait papa-maman avec la cousine, etc. Les gens ont fait ça quand ils étaient petits. Certains ont grandi avec et pensent que c'est normal de jouer avec des enfants ou quand un enfant, on se touche, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui influencent ça et le rôle des parents est engagé. Parce qu'il faut construire des adultes qui sont équilibrés. Si les gens sont déséquilibrés à la base, quand ils vont grandir, ils vont avoir des actions de gens déséquilibrés. Si les adolescents sont déséquilibrés, ils vont avoir des actions d'adolescents déséquilibrés. Donc, le cadre familial, parce que parfois on dit oui, le gouvernement, le commissariat, etc. Mais le cadre familial, nous-mêmes en tant que citoyens, en tant que personnes individuelles, il faut qu'on donne aussi une éducation adaptée, équilibrée aux gens qui sont chez nous, de sorte à construire des citoyens stables. Parce que quand les gens sont dérangés dans leur tête, après, c'est toute la communauté qui subit les conséquences. Voilà. Alors, on va regarder de près un type de violence basée sur le genre, notamment l'excision, qui est en cours dans notre pays. En tant que coordinatrice de la question genre de la police nationale, sur le phénomène de l'excision, puisque vous vous êtes déployé sur toute l'étendue du territoire. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Effectivement, dans nos collectes de données, il y a des cas d'excision. Mais aujourd'hui, le phénomène est masqué. C'est masqué parce que c'est pas célébré comme d'habitude, vu qu'il y a la loi qui condamne cela. Ce qui fait qu'il est rare qu'on ait des cas de dénonciation, des cas de mutilation génitale. Mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, la police nationale s'est appropriée à travers l'engagement du directeur de l'hôpital de la police nationale, Dr Com, qui a commencé à faire la chirurgie de réparation. Et il a même donné son accord, selon les plaidoyers auprès de lui, de recevoir gratuitement les cas de viol et de délivrer le certificat médical gratuit pour tout ce qui est viol. Aujourd'hui, nous avons le personnel de la santé qui ont été identifiés du moins et qui font partie des points focaux VBG. Donc, voici un peu les actions que nous sommes en train de mener. Ce qui nous reste à faire, c'est plus d'appui pour accentuer nos actions de sensibilisation et de formation à l'endroit de nos collaborateurs en vue de traiter au mieux de ces questions. Alors, Sephora, sur la question de la mutilation génitale féminine, est-ce que vous avez un mot à dire? Vous avez des actions spécifiques par rapport à ce phénomène de l'excision sur notre pays, des campagnes spécifiques de sensibilisation? On s'est inscrit dans la démarche des Nations Unies à travers le Bureau pour la femme, qui est ONU Femmes, qui fait les 16 jours d'activisme une fois par an. Mais vous savez que tous les 25 de chaque mois sont dédiés à la lutte contre les violences faites aux femmes. Pas les violences basées sur le genre, les violences faites aux femmes. Et chaque 25 juin, avec juin ou juillet, donc ça dépend de l'année, avec notre organisation, nous faisons une grande marche où nous sensibilisons les populations, nous abordons les rues avec des pancartes. On l'a fait 2 fois dans la ville de Grand Bassam, nous sensibilisons les populations sur ce fléau. Mais il faut être honnête, les cas de mutilation génitale sont plus enregistrés au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Et c'est là-bas que l'action devrait être poussée. Mais après, c'est toute une culture. Donc, on est en train de toujours faire de la sensibilisation. L'éducation est aussi la clé parce que quand les filles ont accès à l'éducation et qu'elles comprennent qu'elles ont des droits, elles comprennent qu'elles peuvent refuser certaines choses, c'est vrai que quand tu es adolescente ici, ta maman va te dire, bon, qu'est-ce que tu peux bien y faire? Mais l'éducation va faire que cette fille-là, à son tour, ne va pas exciser sa fille. Donc, ça va briser la chaîne peut-être de la culture. L'éducation peut être aussi une clé. Ce genre d'abus sont condamnés en Côte d'Ivoire, ce n'est pas autorisé. Donc,
Donc les exciseuses, même, elles risquent la prison. Je pense que la fermeté aussi dans l'action judiciaire peut être une des clés. Parce que si on commence à vraiment, à les enfermer une à une et à vraiment, renforcer l'action, en tout cas sur les conséquences, les femmes exciseuses, donc les pratiques vont... Voilà, vous savez que c'est du bouche à oreille. Ici, on a pris l'exciseuse du village. On a pris 2 exciseuses dans le village. Vous allez voir qu'il y en a qui vont commencer à faire attention en disant « votre affaire, il y a la prison dedans », etc. Donc, le ministère de la Femme aussi est très habile sur ces questions-là. Mais, encore une fois, la société civile est vraiment interpellée pour pouvoir sensibiliser au maximum et sensibiliser les communautés et les populations. Vous savez, quand on visite les villes, on fait une action sur la radio locale. Parfois, on invite les filles qui parlent dans la langue pour traduire parce que les parents même ne comprennent pas le français. Et quand on le fait sur la radio locale, on parle des droits des filles, on parle du droit à l'éducation, on parle des mutilations génitales, etc. etc. Bon, c'est peut-être une goutte dans la mer, mais au moins on fait une action en se disant la sensibilisation, c'est la clé. Mais avec les efforts du gouvernement qui sont des efforts de répression, qui peuvent être des efforts plus conséquents, plus sérieux, le phénomène pourrait éventuellement s'estomper. Et sur la question de la protection des minorités, notamment des handicapés, des albinos, on le disait, mais également les LGBT. LGBT, oui. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces questions? Généralement, les violations seront à quel niveau? Au niveau des handicapés ou bien, par exemple, des LGBT? Et puis, qu'est-ce qu'il peut peut-être faut faire? Alors, les LGBT, pour ceux qui nous suivent et qui ne savent pas, ce sont les lesbiennes, les bisexuels, les transsexuels, les gays, les homosexuels. Je pense que peut-être le capitaine Pidi est mieux indiqué pour répertorier s'ils ont des cas de VBG sur les LGBT, le nombre de cas en tout cas qu'ils ont. Ce que moi j'aimerais dire, nous, notre action est de sensibiliser les populations au traitement digne des uns et des autres, en disant qu'il ne faut pas frapper sa femme, il ne faut pas frapper un individu, etc., etc. C'est puni par la loi. Donc nous, on fait cette sensibilisation de façon générale, en incluant tout le monde là-dedans, en disant, peu importe le genre, donc que quelqu'un choisisse son orientation sexuelle ou etc. Donc notre campagne, elle est générale, en disant, aujourd'hui, nous luttons contre les violences faites sur les femmes, sur les handicapés, nous sensibilisons les gens à de la tolérance, etc., etc. Mais peut-être que le capitaine Pidi est mieux placé pour nous donner des chiffres sur les cas de LGBT. Alors, sur les cas de LGBT, et puis après, on va voir avec les handicapés. Généralement, les handicapés, en termes de violence, ils sont confrontés à quoi? Les LGBT d'abord, et puis ensuite, on va parler des handicapés. Les LGBT, c'est quoi? Quels sont les problèmes qu'ils rencontrent? Comme elle a déjà cité ce que nous entendons par LGBT, elle a déjà cité les types, les travailleurs de sexe, c'est le nom, les bisexuels, transsexuels et autres, tout ça là, ça englobe ces personnes-là, les homosexuels. Ce que je sais, c'est que nous avons été renforcés, nos capacités ont été renforcées dans le cas de connaître mieux de ces questions-là d'abord. Nous avons été appuyés par l'Alliance Côte d'Ivoire et Enda Santé. Parce que dans ce domaine-là, il y a l'avènement de VIH qui circule et nous avons eu le renforcement de capacités. Et ce qui est de notre travail, c'est de mieux recevoir ces personnes, sans distinction, surtout de recevoir dans les principes directeurs les personnes qui sont victimes de violences, sans discrimination. Et donc, depuis nous avons eu cette formation, on connaît quel type de personnes nous avons en face. Lorsque ces personnes-là subissent une violence qui viennent dans nos commissariats, ils sont reçus au même titre que les autres personnes. Donc, notre mission régalienne, c'est de protéger les personnes et les biens sans distinction. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais jusque-là, je ne peux pas vous donner un chiffre parce que je n'ai pas eu de données en la matière. Mais ce que nous savons, les relations police au niveau des points focaux sont améliorées avec ces types de personnes puisque nous les avons fréquentés. Nous connaissons leur motivation, leur orientation sexuelle et autres. Nous, notre mission, c'est de respecter leurs droits et de les recevoir lorsque ces personnes-là sont victimes de violences. Nous savons que ce sont les personnes de la population clé, ce sont les hommes comme nous, et que la police a amélioré ses conditions de travail. Alors, sur les violences faites aux personnes handicapées, généralement, c'est quel type de violence que les personnes handicapées subissent? Est-ce que c'est des violences physiques? Est-ce que c'est des violences psychologiques? C'est quoi, généralement? Bon, jusqu'à preuve de contraire, il n'y a pas de violence spécifique liée aux handicapés. C'est tout être humain qui subit une quelconque violence.
Les VBG, si c'est en lien avec son handicap, c'est là on traitera de ça comme VBG. Sinon, si les gens ne viennent pas nous saisir, et ce n'est pas nous saisir en la matière, c'est qu'en ce moment-là, il n'y a pas de VBG. Donc, ces personnes-là, lorsque nous les recevons au même titre que les autres survivants de VBG. Il n'y a pas de chiffres concernant les handicapés. Nous concernant de manière spécifique liée aux handicapés, parce que nous les recevons tous. Alors, Sephora se fait sur cette préoccupation, oui. ces deux préoccupations. J'aimerais peut-être renchérir en disant aussi que les handicapés, alors je les mets un peu dans le même lot que les albinos, etc. Donc, quand on parlait de VBG tout à l'heure, on parlait du déni de ressources. Ce sont des personnes qui parfois sont cachées à la maison, n'ont pas accès à l'éducation, n'ont pas accès aux opportunités, n'ont pas accès à un travail. Donc, quelqu'un, peut-être s'il a envoyé son CV, on ne sait pas qu'il est handicapé, on voit la photo, il a les compétences, mais quand on le prend à l'entretien, peut-être parce qu'il a un handicap, non, on n'a pas envie de le prendre parce qu'on se dit que physiquement, ça ne présente pas beau dans notre service, etc. C'est une violence basée sur le genre. Parce que là, son handicap a été la raison pour laquelle il a subi le préjudice. Vous voyez, et les personnes albinos, les enfants, sont cachés à la maison parce que la communauté va voir ça comme le petit génie, etc. Donc, on le cache à la maison. Les familles en ont honte, n'assument pas. Les enfants handicapés sont à la maison. C'est un déni de ressources et c'est une violence basée sur le genre. Et c'est puni par la loi. Alors, dernière question, dernière préoccupation. Est-ce que le leadership féminin peut être une solution de réduction des VBG, des violences basées sur le genre? Le fait que je sois un leader dans ma communauté, je n'ai pas dit femme, mais pas loin de cela, est-ce que ça peut me permettre de mieux adresser les questions liées aux violences basées sur le genre? Absolument. Je vous dirais, aujourd'hui, les femmes ne veulent plus être au menu, elles veulent être à la table pour discuter du menu. Si les femmes sont aux tables de décision, elles prendront des décisions concrètes pour que les politiques soient ce qu'on appelle gender sensitive. Ça veut dire que les politiques soient sensibles au genre. Et quand je parle des politiques, c'est des mesures qui sont prises pour améliorer les conditions de vie des populations. Aujourd'hui, la participation des femmes au niveau de décision doit être améliorée. Les questions de justice, les questions d'équité, les questions d'éducation des femmes, de formation des femmes, etc. Il y a la nécessité de mettre les femmes à la table de décision parce que si elles sont là, elles vont influencer les décisions qui vont améliorer les conditions de vie des femmes. Aujourd'hui, on est en train de lutter pour ça. Pourquoi? Parce que les femmes sont en retard. Parce que les femmes ont subi beaucoup de préjudices pendant de nombreuses années qui ont fait qu'elles sont restées un peu marginalisées de cette société qui est très active. Mais pourquoi on le fait? Parce que aussi on veut un développement général pour le bien-être de l'homme et de la femme. Et on réalise que si les femmes ne sont pas dans ce processus-là d'amélioration des conditions de vie de leur population, le développement va être plus lent. Donc il faut pousser les femmes pour qu'elles soient dans ce processus. Le développement, c'est la justice aussi. Le développement, c'est une éducation équitable, c'est une éducation de qualité, c'est des administrations fortes, c'est des gens forts dans des administrations fortes aussi, mais c'est des femmes. Donc aujourd'hui, le leadership féminin est une réponse. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que les femmes réalisent ça, qu'elles s'acceptent aussi, qu'elles réalisent leur contribution, que les femmes se battent, se donnent les moyens et aient envie de s'asseoir dans ces fauteuils-là. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas aussi envie, parce qu'elles se disent, mon cher, leur affaire, ils n'ont qu'à rester entre hommes là-bas. Voilà, elles n'ont pas envie de se challenger et aller à des niveaux. Mais ça serait important qu'elles soient là-bas pour d'autres femmes, pour d'autres communautés derrière. Alors, capitaine Pidi Hortan, sur la même préoccupation, est-ce que vous pensez que le leadership des femmes peut jouer un rôle efficace dans la lutte contre les VBG? Si oui, comment? Effectivement, je voudrais dire que le leadership peut amener les femmes à prendre conscience de leur situation au niveau des VBG, à les dénoncer et à ne plus se stigmatiser, à éviter l'estime de soi. Parce que quand tu subis les VBG, c'est anéantir l'être humain. Au point où les femmes même ne veulent même plus paraître. Ça ternit l'image et ça détruit l'être humain. Au point où tout ce que tu peux faire, tu peux abandonner. Et tu es rejeté par la société. Donc, avec le leadership, ça fait une prise de conscience. Ça va les amener à dénoncer ces infractions et à pouvoir challenger aussi avec les autres femmes. Dire que ce n'est pas moi seule qui subis. Si une telle personne a déjà subi, qu'elle a surmonté, c'est que moi, je suis capable de surmonter. Je parle du leadership en parlant de moi-même un peu parce que je vous assure, nous sommes dans une corporation, mais je vous assure, quand nous avons commencé ce travail, si je n'avais pas la notion de leadership, je ne serais pas là. Parce que d'une personne, nous sommes passés à 2 et à 5 femmes. Nous étions 5 femmes au 17e et nos partages d'expertise et les sensibilisations, les actions ont montré la qualité de ce que nous faisons au point où, au niveau international, s'il y a des personnes qui veulent visiter des commissariats, nous étions le commissariat de référence. Ce qui a motivé notre hiérarchie
à créer la cellule de coordination genre. Et moi, je continue de travailler. Les gens me disent souvent, tu penses que ce que tu fais, tu peux atteindre. Je dis, moi, les difficultés sont les défis pour moi qu'il faut relever. Et d'autres disent dans notre langage pour dire, la police est ingrate. Moi, je dis non, mais qu'est-ce que vous faites pour changer l'ingratitude dont vous parlez? Si vous ne menez pas d'action pour changer cela, ça va demeurer. Et donc, pour moi, le leadership est important. Sans le leadership, vraiment, on ne peut pas avoir une vision, on ne peut pas challenger avec les autres. Donc, c'est important pour nous. Mesdames, c'est la fin de notre débat sur le thème rôle et leadership des femmes agents de sécurité dans la lutte contre la violence basée sur le genre. Je vais vous permettre de dire votre mot de fin en quelques secondes parce que le temps imparti est arrivé à terme. Je vais commencer par vous, Madame Pidi Hortense. Vous êtes capitaine de police, vous êtes la coordinatrice genre de la police nationale. Alors, votre mot de fin pour ce débat. Je vous remercie parce que de l'opportunité que vous nous avez donnée aujourd'hui. Et mes remerciements vont toujours à l'endroit de ma hiérarchie. Parce que sans l'accord de notre hiérarchie, nous ne pouvons rien faire. Et je dis aujourd'hui que les questions de violence basées sur le genre, la police nationale a fait de ça son chemin de bataille. Et que la population vienne dénoncer les infractions, qu'elles sont victimes ou qu'elles sont témoins. Aujourd'hui, les bureaux genre répondent aux questions de violence basées sur le genre. En dehors des bureaux genre, il y a des points focaux qui sont identifiés dans tous nos commissariats de sécurité publique. Donc, quand il y a une infraction, il suffit d'y aller pour les dénoncer. Il n'est plus question de rester chez soi. Et aujourd'hui, la police fait la police de proximité et sensibiliser la population à travers notre comité consultatif d'éthique. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est plus là. Avant, on nous a qualifié de médecin après la mort. J'ai dit, nous, aujourd'hui, là, la police n'est plus le médecin après la mort. La police prévient. Donc, il est important d'y aller pour dénoncer. Donc, je vous remercie. Je remercie la Fondation CEFIS. Je remercie la Radio de la Paix et aussi l'ambassade des États-Unis qui ont permis cette opportunité aujourd'hui. Madame Sephora Kodjou, votre mot de fin sur le thème de notre rencontre du rôle et leadership des femmes, agents de sécurité dans la lutte contre la violence sur le genre, non sans insister sur le rôle et l'apport de la communauté, de la cellule familiale, je voulais dire. Oui, je pense que Capitaine Pidi nous a fait un bon lot de remerciements. Donc, je vais pouvoir conclure directement en disant, déjà avant tout, j'aimerais vraiment saluer les efforts de la société civile. Parce qu'on remarque de plus en plus des organisations se sentent concernées par ces fléaux et veulent pousser l'agenda féminin en disant que si les femmes, on doit aussi les promouvoir, il faut peut-être les protéger. Et je le disais tantôt, le genre, c'est pas que la femme, c'est la femme, l'homme, les minorités, etc. Mais il faut encore que la société civile puisse renforcer son action dans la sensibilisation. Il faudra appeler à une forme aussi de solidarité et de formation des agents de la société civile qui veulent travailler sur ces questions qui sont très délicates et très techniques. Il faut se rapprocher des institutions de l'État. Il faut se rapprocher des administrations aussi en vigueur. Vous savez, dans la procédure de résultats, il faut voir tous les acteurs qui interviennent dans la chaîne et travailler dans une forme de solidarité pour qu'ensemble, on puisse atteindre un objectif commun. Et aujourd'hui, si on veut éradiquer les questions de VBG, c'est à la fois les administrations autorisées, publiques, la société civile, etc. C'est tous ensemble, la communauté, les cellules familiales, l'individu à titre personnel au quartier, à la maison, etc., qui se sentira concerné. À l'époque, quand on voit un enfant avec un inconnu au quartier, on sait tout de suite que lui, c'est un inconnu. Aujourd'hui, les gens peut-être ne s'intéressent plus. Si tu vois le fils du voisin avec quelqu'un, est-ce que tu vas l'appeler ton voisin? Non. Donc, il y a aussi peut-être notre participation à titre individuel, ce regard protecteur que nous avons aussi sur les autres, sur nos voisins, en disant je fais du bien chez moi, j'éduque bien mes enfants ou les personnes qui vivent chez moi pour construire des citoyens, encore une fois, équilibrés, mais j'ai un regard aussi protecteur sur le voisinage. On se sent tous dans le même lot parce que ce qui va arriver peut-être à un enfant où on va le prendre parti, peut-être ça pourrait arriver à mon enfant et quelqu'un aurait pu me prévenir. Encore une fois, merci pour cette lucarne qui a traité d'un sujet d'importance. Merci
Merci à vous toutes, mes chers invités. Le thème de notre débat était rôle et leadership des femmes agents de sécurité dans la lutte contre la violence basée sur le genre. Et j'avais pour invité Madame Sephora Koudio, présidente de l'ONG, la Fondation CEFIS, et la capitaine Kidi Hortense de la police nationale, coordinatrice genre à la police nationale. Technique Antoine Kwasi, présentation Ben Diakité. Rendez-vous le mois prochain pour un autre débat sur un autre thème d'actualité. D'ici là, portez-vous bien à l'écoute des programmes de Radio de la Paix. À bientôt. Ce programme a été réalisé en partenariat avec l'ambassade des États-Unis. Les grands débats. Radio de la Paix.